ces experts avec nous. Alors, sans plus tarder, je vous les présente. Donc, notre invité de l'extérieur, Dr. David Taylor, qui est vice-président recherche à SLA Canada. Donc, la recherche SLA au Canada est donc organisée, concentrée autour d'un organisme fédéral qui permet de coordonner cela. Et donc, Dr. Taylor est impliqué, connaisseur vraiment des différents aspects au Canada, mais aussi dans le monde. Donc, c'est une expertise extrêmement riche et précieuse. Alors, merci Dave d'être ici ce soir. Une collègue très chère et amie, Christine Van der Velde, qui est aussi professeure au département de neurosciences. Ses laboratoires sont au centre de recherche du CHUM. Dr. Van der Velde est très impliquée au niveau de la recherche, au niveau du conseil, au niveau de SLA Canada, organisation de conférences. Son expertise est reconnue, grande connaissance. Donc, encore une fois, une aide très précieuse et merci beaucoup, Christine. Donc, ça, c'est la partie plus recherche et on a deux experts cliniques, nos cliniciennes hors pair. Donc, Dr. Geneviève Matt, qui est au centre hospitalier du CHUM, donc directrice de la clinique SLA au CHUM, et Dr. Angela Gange, directrice de la clinique SLA au MNI. Donc, toutes les deux très impliquées au niveau de recherche clinique, essais cliniques, et donc vont couvrir les aspects qui sont plus cliniques pour ce soir. Un peu de gestion. Donc, vous avez vu, la rencontre de ce soir est enregistrée. Alors, si vous préférez, vous pouvez tout simplement fermer votre caméra si vous ne désirez pas être à l'écran tout le temps. Autant que possible, on va essayer de faire ça bilingue. Donc, soyez bien à l'aise de poser vos questions et de discussions en français ou en anglais. Et on essaiera de passer l'information dans l'autre langue lorsque ce sera nécessaire. Un peu l'organisation de ce soir, c'est qu'on va commencer par de brèves présentations, d'abord par Dr. Taylor, que moi je résumerai par la suite au niveau de la recherche. Ce sera suivi par une brève présentation par Dr. Gange, Dr. Matt au niveau clinique et essai clinique. Et on va passer comme tel à la session questions-réponses. Donc, je vous demande de garder vos questions après les présentations, comme ça on pourra y aller à tombeau ouvert. Et je vais essayer, comme modérateur, de regrouper un peu les questions de manière thématique pour que ce ait une cohésion derrière vos questions. Par la suite, on va essayer de terminer la session questions-réponses vers 19h15 environ. Et il y a M. Norman McIsaac qui va nous faire un témoignage, qui va vous présenter, qui va nous parler vers 19h15 pour clore la rencontre. Voilà, je pense que Lee, je n'ai rien oublié. Kate, c'est bon. Ce sont nos deux experts ce soir qui vont nous aider à contrôler la séance. Donc, un gros merci à vous deux pour votre appui. Je pense que je n'y arriverai pas. Alors, sans plus tarder, je passe la parole au Dr. David Taylor pour faire un survol de la recherche un peu et la situation actuelle. Alors, Dave, the floor is yours. Dave, I think Claudine wanted to say something briefly. Sorry. Oui, sure. Just really quickly, just so you know, Kate's internet went out. And so between myself and Lee, I think we can be co-hosts, so we're okay. But I just want to let you know, okay? Thanks. The joy of the internet. Okay. Alors, Dave, the floor is yours. Okay. Merci, Richard. Everyone can see? Is it there? I will start presentation mode. It's good. OK. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment désolé pour mon français. J'ai parlé avant quand j'ai habité au Suisse et à Montréal avant, mais maintenant, mon français, c'est mal. Donc, Richard va traduire
après. I will speak in English, and that will be better for you. And I will be mindful that I tend to speak quite quickly. So I'm going to try to speak a little slower, just to be mindful of that. And at the same time, these will be French slides, so they were translated by Richard. And the whole point here is to really just talk about a concept of where we're at in ALS research. If you were here last year in the in-person one that happened a year ago in Montreal, you'll notice that some of these slides are the same because it really does highlight that where are we today, but there's a payoff at the end that I'm very excited to show you that is, you know, really something that illustrates, I think, where we are in ALS research today. So if we look at a sort of timeline of ALS from the time that it was first discovered in 1869 by Dr. Jean-Martin Charcot, and we start to look at the gaps of time that existed, and we all know that in ALS, gaps of time are really critical because time is of the essence. But you'll start to see how this timeline starts to shrink and shrink with regard to things that we've discovered and started to make advancements on in research. So from the time that it was first discovered, wasn't for about another 70 years that it became known more widely. It was known to neurologists, but it wasn't really something that the public was aware of at any large amount. And that was largely due to the fact that a very famous baseball player, Lou Gehrig, was diagnosed with ALS in 1939 and then passed away 2 years later. This really spurned on... This really spurned on the, should I say, if everyone could please mute themselves, it would be very helpful. No problem, I'll plow through it even if we do have talking. But this actually started ALS research, and what we started to see, and that I should point out, was 70 years of time, which is a huge amount of time before it really became publicly known. So research really started in earnest in the 1940s. It was really clinicians who were trying what they thought might work for ALS, largely vitamin therapies in the early days, and trying them in clinical trial in the aspect of perhaps these will work because we know that these are sort of boosting the human health. Over the course of the 1950s, they started to recognize, as more studies were done, that there was a subset of people who could pass on ALS from parent to child in a familial form of the disease. And it was found that about 10% of the cases could have this sort of familial ALS quality. But what we didn't know at the time was really how we could study that effectively because we didn't have the technology yet. So that's another 20 years since Lou Gehrig at that point. For the following 20 years, really, there wasn't a lot we could do. It's like looking at, basically, researchers and clinicians were looking at tissue from people who had passed away from ALS to try to learn how a complex disease is happening in real time by simply looking at a snapshot of the disease after the person has passed away. So that becomes very, very difficult. So an example I have there is to try to understand what's happening in Montreal at any given time by looking at a Google Maps image from far away. It's really something that you can't do very effectively. By the late 1970s, we saw that they were starting to have multidisciplinary care clinics. This is a huge advancement in terms of the ability to care for people living with ALS. And now we're looking at 110 years or 115 years since the discovery of ALS before we started to have specialized ALS care and research happening. As the 1980s happened, that's when you started to see more people who became dedicated ALS researchers. And moving through to the 1990s, we finally had a discovery, which actually happened in collaboration with Dr. Guy Hulot at the Montreal Neurological Institute. So at the time, he was, I believe he was not there at the time, or he might have been, but they discovered a genetic cause of ALS called SOD1. And this was landmark discovery because what it meant is that we could start to study it in the laboratory by making that SOD1 mutation now in animals and cells in the lab to be able to mimic the disease, or what we call model the disease, so that we could look at it now as the disease progresses in these animals. And so 1 or 2 years later, you had the very first animal model of ALS, which allowed us to then say, what's happening upstream of the motor neuron degeneration? What are the things that we could do to eventually stop that through treatment?
In 1995, the first FDA approved treatment came about, riluzole. This wasn't something that came specifically from looking at these SOD1 mice, but was one of those drugs that had been tried in clinical trial because it made sense with some of the hypotheses that people had over the years. However, we then saw many years of trying to understand what was happening at this cellular and molecular level before we really got another big breakthrough. And that was in 2006 when we discovered that there was a certain protein called TDP43 that was abnormal in our cells in about 97% of cases of ALS. And it was subsequently found 2 years later that this is also a genetic cause of the disease, which allowed us to make new and different models of the disease in the laboratory and study it in a different way. I'll go quickly through the next part because it was only a year later that we discovered a third genetic mutation that could cause ALS. So again, another tool that we could use in the laboratory. And if we then go now, instead of 70 years from that first timeline, 20 years from this timeline, and now over the course of the last decade, I really can't go through the number of things that we have learned in the past decade because it is so large compared to previous years. And what we're finding now is that in the course of 1 or 2 years, we're learning as much as we have in the previous 5 to 10 years. And I think that that is really something that is very exciting because we're getting to a point where now we can start to see those discoveries translating to the clinic into clinical trials with good targets that we might hope will slow down the progression of disease to a larger extent. So just to reiterate what I said, how do we do the research in ALS in the laboratory? Basically inside our cells, so our motor neurons are cells, just like the rest of the cells of our body. Every tissue in our body is made up of tiny little living compartments. And inside this circle here called the nucleus is all of our DNA. And that DNA basically has pieces within it that encode a system that makes something called a protein. And that protein is what does everything within our cells. So there are thousands of these proteins working together, just like a little city, and everyone has their job, and they're all doing specific jobs that keep our motor neurons or our other cell types healthy. Now, when we have a mutation, such as the SOD1 mutation, that means you have a very small change in the DNA, in that piece of DNA that encodes the SOD1 gene, which then goes through and actually turns out to cause that same mutation in the protein. And now that SOD1, which has a specific function within the cells, either will lose its normal function because of that mutation, or it gains some extra function that could be toxic to our motor neurons. And so this is how we study it in the laboratory. We make these mutations in cells or worms or fish or flies or mice, and then they can replicate the systems that are happening in the disease that allow us to do a better study. And this is what's really cool because now this is several years old. I just really like the visual here of the number of genes that we now have to make these different models. And what's really great about that is when we start to think about this in a different way, if we take a mutation, one of these ones on that list, SOD1, and we make that mutation in, say, a mouse or a fish or a cell, we know through some mechanism this causes motor neurons to degenerate and causes ALS. We know the same thing about all of those other genes that we've just seen on the screen. And so once we start to understand those and we have enough funds and enough time to be able to really understand what's happening in each of those models, we're going to start to see those places where they overlap. And those are going to be really key places that we can target therapies to try to slow down progression of the disease. So as we get more and more of these studied, that's when we're ultimately going to have better ideas of whole systems that are incredibly important to motor neuron degeneration. I apologize if you can hear my dog barking in the background. So the last thing that I kind of wanted to focus on here, one of the last things, is really around ALS with regard to comparison of other diseases. So one of the things we get asked all the time is the Ice Bucket Challenge raised so many funds for ALS, and it was phenomenal. And, they're so much further ahead in other diseases. Why is that the case? Well, if we just take something like HIV or we take coronavirus, for example, medically in comparison to ALS, this is a slightly simpler puzzle. We can understand that a little easier. The way that we can design therapies for it comes a little easier in compared to something like ALS. And now you're talking about many, many millions of dollars, billions of dollars that get put into this type of research every year. In terms of cancer, same thing. It's a more complex puzzle,
quite difficult. But again, when you have hundreds of millions of dollars per year put into it, this is how you get to these treatments faster. This is how we get to a modern day where we have therapies and personalized medicine for people with cancers. And if we move over to something like ALS, that's where ultimately you can see that it's an incredibly complex puzzle. Just understanding the brain alone is very difficult. And then we're talking about a much less money that goes in to be able to fund this. And that explains why we're where we're at. But what I can say that's amazing about ALS is that people have come a very long way with very little. And so I'm just going to go on to this last bit here. And as I showed last year, and if you weren't here last year, if we do think of ALS as a very complex puzzle, before 1993, it was as though the puzzle was in the box. By 1993, okay, we had something to work with. We had the tools, we took the puzzle pieces out, now we could start to try to understand what's happening with ALS. By 2006, we started to get a few of those puzzle pieces put together. And then as time went on over the course past 15 years or so, what we're seeing is more and more of that puzzle being put together. And we're ultimately starting to feel like we're getting closer and closer to solving it in a way that will give us really good therapeutic targets. Now, this is where I ended last year, and I'm going to end with just 2 other slides. And that's why I think there's a way to prove this that's really phenomenal and quite objective. Now, if I go back to 2015, I was actually at a seminar at the Montreal Neurological Institute that was run by Dr. Genge, and it was a clinical trials training course. And they had a gentleman there who was a venture capitalist or a VC. And one of the questions was, why is it so hard to get investment into ALS? And he said, well, the reason why you don't see a lot of pharmaceutical companies invested in ALS at this time, the reason why it's hard to want to invest in this is that we don't understand the disease well enough to see a good return on investment for the business people who would run pharmaceutical companies. That's 2015, and maybe we had several companies that were interested in ALS. Well, if we look ahead to where we are in 2021, this is a slide of some of the companies that are currently working on programs on ALS and clinical development. That is unbelievable. If you take that 5 years ago or 10 years ago, the number of companies you would see on a slide like this would be 1, maybe 5, but nothing like this, which is more than 70 or 80 companies, which again proves that we're starting to get to a point where we're understanding the disease better and having a real chance at therapeutics where someone would invest in a potential clinical trial on this. The last thing I'm going to mention very quickly is that we are also evolving in Canada what we can do towards the global effort. And I'm not going to talk about this in detail, but there is an effort, and this isn't the official sort of diagram. There is one, but it's just another one that's a little more cartoonish, and really just to show that there is an effort going on across the country to ultimately move forward with understanding human ALS better. I talked a lot about the studies we do in animals and in cells, but the next step is really to say, how can we have personalized medicine by understanding why one person is different with ALS from another? And how can we get to specialized treatments for them? And the best way to do that is to do very rigorous studies of people living with ALS. And a program called Capture ALS or Capture SLA will be put forward in 2021. And we're very excited to be able to say more about this moving forward. But I've already taken up a lot of your time. I hope I slowed down enough in my speaking, and I'll stop there. So thank you very much. Thank you so much, Dave. Merci beaucoup. Donc, je vais pas tout répéter, simplement faire un résumé rapide des propos principaux du Dr. Taylor. Donc, le parcours historique, évidemment, tout au début allait très, très lentement. Manque d'outils, manque de modèles, jusqu'à une étape vraiment charnière au début des années 90, où on a commencé à avoir des causes génétiques, où on a pu développer des modèles animaux. Et en développant des modèles animaux, bien sûr, les outils ont commencé à apparaître. Et donc, à peu près au même moment, les premiers traitements sont arrivés, Riluzole. Donc, on parle à peu près d'une centaine d'années ici. Et dans les 10 prochaines années suivantes, on a commencé à avoir identifié d'autres causes génétiques. TDP43, au lieu de SOD1, TDP43, FOS. Et avec ces modèles-là, les mécanismes, c'est des mécanismes différents, on comprend encore mieux. Et donc, tout explose à peu près à partir de ce moment-là, dans les 10 prochaines années. Et là, en connaissant la liste de gènes que Dr. Taylor vous a montré, ce gros tableau, qui est effectivement très marquant, sachant ce que les gènes font, ce que la protéine produite par les gènes font,
on comprend mieux comment ça fonctionne, on développe des outils, et donc la machine s'emballe pour vraiment donner une meilleure compréhension et une meilleure capacité d'analyser tout ça dans le laboratoire. Et l'idée derrière ça, c'est sûr que connaissant les gènes, donc c'est un peu la biologie 101 qui était montrée sur la diapo, connaissant le gène, connaissant comment le gène fonctionne et comment il est contrôlé, on peut donc le manipuler. Et en faisant ça, donc identifier des cibles thérapeutiques, identifier des approches et travailler de manière rapprochée avec la clinique pour amener ça en clinique. Et par la suite, ce que le Dr Taylor montrait vraiment très clairement, c'est où est-ce qu'on en est maintenant. En quelques années, donc on avait cet exemple du casse-tête, du puzzle, qui était à peine sorti de la boîte il n'y a pas tellement longtemps. Et on est en train de le compléter, ce casse-tête-là, parce qu'on a tous ces outils-là, on a les approches et tout ça, et les aspects collaboratifs que Dr. Taylor me présentait à la fin. Donc l'idée, aussi, c'est cette comparaison avec la complexité. Donc, la SLA est une maladie très complexe, multivariée, avec plusieurs facettes. Mais malgré tout, le financement est quand même limité comparativement aux autres maladies comme le sida ou le cancer. Mais malgré tout, des chercheurs comme Dr. Van der Velde et ceux qui sont ici et la communauté québécoise canadienne, inventifs, on est très actifs dans la compréhension et on a fait énormément de chemin là-dessus. Et en terminant, je pense que la preuve que Dr. Taylor a montré qui était vraiment très parlante. Il y a quelques années à peine, il y avait peu ou pas de capitaux de risque dans la SLA, ou du moins c'était très difficile d'en avoir. Et la diapo, il a montré plus de 70 compagnies qui étaient directement impliquées, investies dans la recherche clinique dans la SLA. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça va amener énormément d'énergie au système et les choses vont aller encore plus vite. Et finalement, l'initiative canadienne de Capture SLA, où les forces vives au Canada sont regroupées, mais vraiment vers le patient, vers une médecine personnalisée, pour vraiment passer beaucoup plus rapidement du modèle animal et de cellules en culture vers le patient et vers des aspects thérapeutiques directs. Voilà, je pense que I think that summarizes what Dave said pretty well. Pardon. Donc, maintenant, je passerai la parole à Dr. Matt. Je pense que c'est ce qu'on avait entendu. Donc, Dr. Matt va donc nous aborder les aspects plus cliniques. Ça sera suivi de Dr. Gange et après ça, on ouvre la période de questions pour ce soir. Alors, Geneviève, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Richard. Thank you, David, for your great talk. Bonsoir, welcome everyone. Donc, je suis Geneviève Matt, neurologue, je suis directrice de la clinique au CHUM on m'a demandé de faire peut-être une petite mise à jour clinique. Donc, la clinique SLA du CHUM demeure toujours affiliée là, au Canadian ALS Research Network, dont je suis devenue coprésidente dans la dernière année. Donc, on est une équipe de coprésidents qui promouvoit là, les initiatives de recherche au Canada et facilite, dans le fond, l'accès pour les patients canadiens aux différents projets de recherche dans le monde. Donc, la dernière année a été quelque peu mouvementée pour tout le monde, mais on est toujours demeuré ouvert malgré que notre hôpital a été très sollicité là, dans la crise sanitaire. Excusez-moi, Zoom, j'oublie tout le temps comment le faire avancer. Donc, nous sommes 3 neurologues, Dr. Bottez, Dr. Garneau et moi. Et bien sûr, une équipe là, sans qui ce ne serait pas possible de vous donner les soins dont vous avez besoin. Et tout repose beaucoup sur Madame Villemer, là, notre infirmière clinicienne. Madame Gravel est toujours avec nous et on a ajouté des services en soins spirituels, psychologie, orthophonie, en plus de nos autres collaborations étendues dans l'hôpital avec le département de physiologie respiratoire, pneumologue, la gastro-entérologie, le groupe interdisciplinaire, puis nos collaborateurs en recherche au centre de recherche du CHUM, comme Dr. Van der Velde.
Une autre nouveauté, c'est la télésanté au CHUM. Donc, c'était un projet qu'on caressait depuis l'automne 2019 et qui, finalement, a été implanté à vitesse grand V. Donc, on offre ce service-là à tout patient qui ont des contraintes majeures au déplacement ou qui habitent en région et qui n'ont pas accès à une clinique spécialisée autrement. On privilégie une alternance avec des visites en personne pour faire certaines évaluations qui ne sont pas possibles à distance, comme la fonction respiratoire, certains tests d'orthophonie. Et il y a de multiples professionnels qui participent de façon télésanté là, à ce projet. Et on a même eu une petite subvention pour faire un projet de recherche sur l'usage de la télésanté. Donc, c'est dans ce qui est nouveau. Ensuite, bien sûr, on a toujours des projets de recherche clinique qui continuent à recruter, qui ont pu demeurer ouverts là, pendant la recherche, pendant la pandémie. Donc, l'étude Pimosine, qui d'ailleurs a pu être financée grâce au Ice Bucket Challenge, une étude canadienne où on regarde l'effet de ce médicament chez les patients atteints de SLA. Donc, il y a toujours un recrutement. Malheureusement, il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses là, qui peuvent limiter votre participation. Cependant, c'est quand même assez inclusif en termes de durée de maladie et symptômes durs et la capacité respiratoire. Dans les projets à venir de recherche classique, il y a le REL-déceptive, que certains d'entre vous ont déjà essayé. Donc, après les approbations, on pourra ouvrir le projet. Donc, encore là, relativement inclusif, mais quoique on cherche des patients qui ont une durée de maladie assez courte. Ça permet le riluzole, l'édaravone. En fait, maintenant, les projets de recherche reconnaissent là, que le riluzole et l'édaravone sont des traitements standards. Encore là, après approbation, l'édaravone qui s'en vient, donc une forme orale. Donc, vous êtes probablement au courant qu'il y a une forme orale qui est déjà en essai pour innocuité. La question à laquelle on va essayer de répondre dans cette étude clinique, c'est est-ce que la prise quotidienne est plus avantageuse qu'un cycle de 2 semaines par mois? Donc, encore là, des critères qui ressemblent un petit peu aux critères de remboursement, les critères par lesquels le médicament a été approuvé. Et ça va s'adresser surtout aux tout nouveaux patients, aux gens qui n'ont pas eu accès à l'édaravone pour d'autres raisons. Donc, toujours à discuter avec votre médecin et votre équipe traitante. Ensuite, j'en avais déjà parlé, c'est l'unité d'innovation thérapeutique au centre de recherche du CHUM. Donc, on a des infrastructures qui permettent les essais cliniques de médicaments en phase très précoce de développement, donc phase 1, phase 2. Donc, d'abord, voir est-ce que c'est sécuritaire chez l'humain et ensuite obtenir des signaux très précoces là, de peut-être efficacité. Donc, c'est une unité carrément d'hospitalisation et il y a des équipes spécialisées plus en neurologie, en oncologie. Donc, la neurologie, on est parmi les services de l'hôpital qui l'utilisent le plus. Donc, l'étude qui est en recrutement maintenant, c'est une étude qui s'adresse aux patients qui sont porteurs d'une expansion dans le gène C9ORF, une durée d'étude de 52 semaines. Et en gros, c'est une étude de phase 1. Donc, il y a un peu plus d'humains qu'avant qui l'ont reçu maintenant, ce médicament. Mais c'est pour voir si ça a une efficacité pour ralentir la maladie. Donc, on est dans la médecine du 21e siècle. On utilise des antisens, des oligonucléotides, donc des brins d'ADN qui vont faire diminuer là, la production des protéines anormales. Et on espère que ça change le cours de la maladie. Donc, il y a déjà des succès incroyables. On pourra en parler plus, là, mais disons dans une autre maladie, la myotrophie spinale, ça a complètement changé le paysage dans cette maladie-là. Et pour le programme SOD1, traité par antisens, pour les gens qui ont cette maladie, ça semble être extraordinaire. Donc, on a des raisons d'être optimiste là, pour d'autres formes génétiques de SM.
une autre étude en phase très précoce qui va venir là, bientôt. On fait les documents régulatoires, c'est ANX 005. Donc, cette fois-ci, on s'intéresse à des SLA sporadiques, donc non génétiques, mais on regarde, dans le fond, l'activation du complément. Et on essaie d'atteindre cette voie-là. Donc, une voie plus de neuroinflammation. On voit qu'on se promène dans des spectres de mécanismes différents, un peu comme David a illustré tout à l'heure, qu'il y a plusieurs voies qui semblent être en jeu en même temps. Finalement, c'est sûr que des fois, des projets de recherche avec des interventions, ce n'est pas pour tout le monde. Malheureusement, des fois, on a des conditions préexistantes qui font qu'on ne peut pas participer. Un des projets qui est accessible à chacun de vous, dans le fond, c'est la participation à une biobanque. Donc, on a parlé de Capture ALS. C'est sûr que pour l'instant, c'est des initiatives locales surtout, mais qu'il y a du partage d'informations. C'est vraiment pour faire avancer la cause des patients, ultimement. Donc, ça consiste en un don d'échantillons biologiques, du sang, de la peau. Et ça peut même aller, si vous le désirez, bien sûr, un don de cerveau, de moelle épinière après votre décès. Donc, Dr. Van de Velde et moi, on gère une partie, surtout la partie SLA au CHUM. Et puis, en fait, on a eu des dons très généreux dans la dernière année qui sont quand même assez extraordinaires. Donc, ça, c'est une façon dont vous pouvez tous participer ultimement. Geneviève, est-ce que je peux interrompre une seconde? Quelqu'un avait demandé, c'est quoi CVL? C'est capacité vitale lente. Donc, c'est une mesure respiratoire que vous faites habituellement à vos visites en clinique. Donc, la participation à la recherche, c'est sûr que, bon, on collecte des données pour vos soins, pour ce dont vous avez besoin, mais aussi, c'est un critère là, pour la participation à certaines recherches. Donc, c'est à discuter, bien sûr, avec votre équipe traitante, puis l'équipe de recherche ensuite, pour voir combien c'est probable que vous participiez à l'étude. Merci, Kate. Donc, la recherche en SLA, un peu comme David et Richard l'ont expliqué, c'est pas seulement tester des médicaments, c'est comprendre les mécanismes, puis aussi observer d'autres phénomènes qui se produisent. Et puis pour ça, on peut utiliser l'intelligence artificielle. Donc, bientôt, on est en train de finaliser les ententes pour un projet d'analyse du langage, en fait. Pas du langage, en fait, mon orthophoniste me reprendrait, là, mais disons de l'expression orale. Donc, on peut mesurer les différents paramètres avec de l'intelligence artificielle pour un peu automatiser, mais aussi mieux comprendre ce qui se passe. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que ça s'intéresse aussi aux patients qui souffrent de d'autres maladies du neurone moteur, donc la sclérose latérale primaire, la maladie de Kennedy. Donc, parfois, des patients qui s'intéressent à la SLA, mais qui ont une variante, pourraient aussi participer à ça. Donc, c'est toujours avec discussion avec vos médecins. Finalement, il y a de plus en plus de presse sur peut-être des facteurs environnementaux qui peuvent donner la SLA. On n'a jamais identifié d'habitudes de vie comme telles qui pouvaient causer la maladie. Donc, j'ai un projet de recherche avec une chercheure en fait en sciences environnementales, Dr. Gaskin, et on veut voir si l'exposition au cuivre semble être un facteur pour la SLA ou pas. Donc, là encore, c'est une recherche surtout observationnelle qui n'entre pas en compétition, en fait, avec les autres études interventionnelles. Donc, c'est des choses qu'on a ici. Donc, nos contacts, Mme Pétel, qui travaille à l'unité d'innovation thérapeutique, peut répondre à vos questions. Regardez avec vous là, vos dossiers. Et ensuite, Mme Micheline Ravel pour les recherches qui ne sont pas de phase 1. C'était tout pour moi, Richard. Merci beaucoup, Geneviève. So I would ask Angela to come in and share your thoughts, please. Then after that, we'll go for the Q&A. On va passer aux questions par la suite.
Hi, everyone. Can you hear me? Wait, that's really good. Great. Thanks, Genevieve. Great overview of what's happening. ALS, as you all know, comes out of nowhere, strikes hard, and you're in a race until there's nothing more to be done. It's a very difficult thing to live through. We are also set up at the Montreal Neurological Institute, the Neuro, and have a large clinical research unit with a large multidisciplinary ALS team, and very similar to Genevieve's setup with, and there are a few additional studies that are happening at the Neuro that I'll share with you. The work at the Neuro includes some very specific programs that are not drug related. And so I'll mention those first, and they'll go into the therapeutics. Both Genevieve and I were made aware a couple of years ago that despite the tremendous activity in terms of clinical trials in Quebec, that the information wasn't getting out into the community. And so people did not realize where to go. So we're hoping with this and with this, the availability of this webinar to people, that it will be easy for you to find us through the ALS Quebec website or through our institutions. At the Neuro, we have two what I consider important non-drug programs. One is in the area called mindfulness, which is a relatively new program led by our pastoral care, spiritual care team member that really looks at how we manage both as professionals working with people with ALS and with families and patients who are walking the walk through this disease. Lana has been working on this now for several months and is interested in working with anyone, any patient caregiver combination, if they're open to using mindfulness techniques and understanding in helping the disease path. Kendra, our occupational therapist, is working on a driving project. As you all know, the ability to drive, the ability to maintain your driving license is a very important part of what we have as individuals, and particularly as individuals who are independent. And one of the things that we come to realize is that the system that we were dealing with was very erratic, to say the least, and still is somewhat erratic, and does not appear to really understand the progression of ALS and how it may or may not actually affect your ability to drive. So Kendra has launched this program a few years ago, and we're now systematically looking at how, when, and if even to require any driving assessments so that people can maintain their ability to drive for as long as possible without unnecessary burden being placed by the system. When we talk about what is most people's most important question, how can ALS be treated? What can we do to slow this disease down? Genevieve mentioned the two currently approved medication, one being approved since 1993, riluzole, and recent research suggests that riluzole has a much bigger effect than we previously realized. The previous information said that riluzole delayed progression, prolonged survival by 3 months. Recent evidence suggests that riluzole may slow the disease down by as much as 1.5 years or 2 years. So rather than looking at riluzole as something you may or may not take, I would
encourage people to consider starting riluzole as soon as you can, as soon as it's offered, and determining whether or not you can take it without having significant side effects. You will not be able to tell the benefit from taking it for a week or a month. It is subtle, the benefit, but prolonged. So it is absolutely worth trying. The second drug, which is now available by prescription as an intravenous treatment, which is radicava or edaravone, really had the support of a very active patient community, and it really helped getting access for ALS patients to get access to radicava or edaravone. What is really exciting with radicava is we have just completed enrollment, and in fact, I think almost completed the study of oral radicava as a substitute to intravenous radicava. We are about to start a program that's comparing patients who are taking oral radicava 2 weeks on and 2 weeks off to taking it orally daily. So this is a big step forward. It's going to be a very important study, and it really will enable us to understand if you take the radicava medication daily, could it have an even more effect than we saw in the original trial in Japan? Again, it's meant to slow the disease down, but for all drugs that are meant to slow the disease down, the earlier you take the medication, the more likely you're going to have the benefit which you would like, which is to maintain your independence for as long as possible. We now look at what's happening in phase 1 trials, and for those of you who missed Genevieve's excellent description, phase 1 trials are the first time a treatment is being tried in an individual. Sometimes we do phase 1 in what we call normal healthy volunteers prior to trying a drug in actual ALS patients. But currently we have a number of phase 1 trials, both ongoing and coming, that have the potential to have a fairly significant effect. Dr. Matt mentioned the drugs that are coming from a company called Biogen, and they're working with a type of technology called antisense oligonucleotide therapy, which are kind of technology that changes products of the genetic makeup of the motor neuron to allow the motor neuron to live longer. These ASOs either change the production and therefore buildup of what we call toxic proteins, or they can change the readout of non-toxic and important proteins that are missing. In the case of SOD1 mutations, families with a genetic mutation that causes ALS, the ASO prevents the buildup of a toxic level of SOD1. And the first results are fantastic. We are now in the final stages this year, 2021. We will complete the pivotal trial. We have a number of Quebec patients that have been in this trial, and we are looking forward in the next few months in starting the same kind of project in patients who carry the mutation, people who carry the mutation but have not yet developed ALS. So we have something called a pre-symptomatic study coming, where we're looking to find a way to stop the development of ALS in patients who cause this mutation. So any family members that have sort of gotten lost to the medical system, who have had people in their family develop ALS, should really look at finding out more. We will be a site for this trial, we expect, and it should start this year. Genevieve mentioned the C9ORF72 trial. There's actually now 2.
one from Biogen and one from another company called Wave. We know there are large families in Quebec with this mutation, and so we're really happy to be able to provide that opportunity for people with the C9orf72 mutation, with a treatment that could again completely change the course of their disease. There is a third phase 1 program from using these ASOs that is directed towards a completely novel protein, something called ataxin 2. And this particular program allows patients who don't have the genetic mutation, as well as those that do. It's an important gene because it also causes a completely different neurologic disease, something called spinocerebellar ataxia, which does not look like ALS, but this is a variant of that gene mutation that can cause ALS. And that program, that second cohort is closed. We're looking at who would like to go into the next phase of that phase 1. Coming very soon, I think Genevieve may have mentioned this, is a new pill for trial. It's a treatment trial that is coming out of a new company called Calico, and this phase 1 trial will be the medication is targeting the parts of the nerve that cause cell death. And again, this medication will be offered as a phase 1. So it's been tried in healthy volunteers, this one, and will now be tried in ALS patients. And it's going to come to both the CHUM and to McGill and other places in Canada. That's just phase 1. I remember when we only had one trial a year going in this province and in this country. Genevieve filled you in on a couple of phase 2 trials. There's one from Annexon. There's another one coming from a company called Apellis. And there are phase 3 trials that are coming specifically from a company called Cytokinetics, which we have been involved in their phase 2 program. And that drug, which works on improving muscle contraction and thereby potentially preserving function and all sorts of function, the ability to walk, to use your hands, to breathe. And that program, we just got news today, we're hoping to be able to start that in April. We have at least 2 others that will come by the summer. One from ALS Pharma, which is another way, which is a monoclonal antibody that will treat SOD1 or superoxide dismutase 1 through blocking the production of this misfolded SOD1 protein. And we will have by the summer a trial treating FUS, or the FUS mutation, which is a cause of ALS in very young people. When we look at all of these treatments, we believe that we must be hopeful, that these are opportunities for patients that we really should approach the way we approach cancers, where patients are on the best available approved treatments and participate in clinical trials that can slow the disease down even further. We're waiting for the results of the Alexion trial. It will take most of this year. And we're still recruiting for the Ibutalas trial. And most of you have heard of one final company, and that is Amylyx. Amylyx is a company whose drug is AMX0035, and they are discussing with Health Canada whether or not they can, how they can bring this drug to Canadians. So we have tremendous optimism, tremendous opportunity.
I feel that I professionally, I won't say personally, but I professionally feel that one type of treatment that has been hovering over our heads has now been clearly proven to not work. And that is stem cell treatments through the clinical trial run by Brainstorm. That trial really failed. And given the number of side effects anecdotally I know of, I do not recommend that for patients at all at this time. So I'm going to hand it back to you, Richard, to give you a chance to open up to the questions. Thank you, Geneviève, for doing a great presentation in French. I apologize that at this time of the day, my only language is English. And we're looking forward to your questions, guys. Thank you so much, Angela. Merci à vous deux. Donc, c'était vraiment un survol clinique très exhaustif. Je pense que c'est vraiment emballant de voir tout ce qui se passe au niveau clinique, les essais cliniques. Et effectivement, ce qui ressortait des deux présentations, c'est le nombre d'essais cliniques et leurs impacts, la manière dont les essais cliniques sont montés et l'espoir qu'il y a derrière ça. Donc, c'est extrêmement prometteur. Alors, pardon, sans plus tarder, on passe aux questions, à vos questions. Peut-être vous rappeler, donc il y a eu des questions qui ont été envoyées au préalable suite au message par SLA Québec. Je vous demanderai d'utiliser la fonction du chat pour formuler vos questions. Si vous désirez les poser oralement, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je vous demanderai d'utiliser la petite fonction de la main levée. Et le système est fait que les premiers qui lèvent la main apparaissent dans le haut de la liste et donc on pourra passer à vos questions comme ça. Je commencerai par une des questions qu'on a reçues pour des questions de timing, qu'on a reçues par courriel de Mme Morissette, qui indique que son père est décédé de la SLA en 1993, relié avec le gène C9, donc le C9orf72. Et donc, sa question est, étant donné la forme familiale diagnostiquée, à quel pourcentage de probabilité que notre père avait la même forme familiale et le même gène que car chez mon père, la maladie a débuté au niveau des jambes, donc au niveau moteur, alors que pour son frère, c'est plus au niveau du langage, donc c'est plus une forme vulvaire. Donc, une question sur un fondement génétique, la mutation C9, mais qui se manifeste de manière différente. Alors, je passerai la parole à nos experts cliniciennes, s'il vous plaît. OK, bonjour, Madame Morissette. Donc, malheureusement, probablement que votre père avait aussi une mutation du C9orf. Je veux dire, votre famille serait bien malchanceuse d'avoir deux mutations différentes causant la maladie. Le gène C9orf, c'est quand il est muté, ça cause la maladie d'une façon dominante. Donc, il suffit d'avoir, quand on est conçu, on reçoit une copie de chacun de nos chromosomes, un de notre père, un de notre mère. Et donc, si un de nos parents nous transmet sa copie mutée, sa copie pathogène, bien, à ce moment-là, on développe la maladie. Donc, la maladie la SLA associée au C9orf est vraiment très polymorphe. Okay? Donc, plusieurs façons qu'elle peut se présenter. Donc, il y a des gens qui sont presque tout démence frontotemporale, des personnes qui sont toutes motrices. Puis parmi les formes motrices, bien, il y a des gens qui commencent avec des symptômes vulvaires, d'autres avec des symptômes dans les jambes. Donc, puis il y a même d'autres descriptions cliniques de maladies neurologiques ressemblant pas tout à fait à la SLA qui ont été décrites là, associées au C9orf. Merci beaucoup. Peut-être en continuant là-dessus, je pense qu'une question qui est apparue sur le chat qui est un peu en continuité avec C9, où donc la personne serait porteuse finalement de cette mutation du gène, mais n'est pas encore symptomatique. Donc la question, est-ce qu'il y a une attitude à adopter, mode de vie, donc
activité à faire ou à ne pas faire, sachant que la personne est porteuse de la mutation, mais pas symptomatique. So, j'imagine les cliniciens, encore une fois, you guys are on the spot. Oui, ben, en fait, là, je pense qu'on est un peu dans la spéculation pour l'instant. Il y a quand même des études de cohorte qui regardent l'état qui regardent des patients présymptomatiques, là, par exemple à l'Université de Miami. Donc, peut-être que ce genre d'études-là, d'observation, va permettre d'identifier des facteurs parce qu'a priori, il n'y a pas grand-chose que les gens ont fait dans leur vie là, pour avoir la SLA. Donc, c'est sûr des choses simples, là, mais qui valent pour tout le monde. Donc, être en forme le plus possible, se garder en santé pour ne pas avoir d'autres problèmes que la SLA si ça devait arriver. En termes d'activité physique, je dois dire, je pense que c'est bien d'en faire, mais il semble y avoir un peu une surreprésentation de patients triathloniens ou ultramarathoniens là, parmi les patients SLA dans certaines séries. Donc, peut-être que des grands défis sportifs là, comme des ultramarathons, je ne pense pas que c'est bon pour la santé, point. Peut-être qu'il y a d'autres scientifiques qui auraient des points là-dessus. Angela, what would be your advice for those patients? So, don't have a lot of specific lifestyle advice. I think that we don't know what determines when, how old you are, whether you ever become symptomatic. But I do agree with you. There's a lot of work being done. There are a number of reasons that my advice has changed on this. The most important being that we are now doing these types of therapies, which are not the famous gene therapies with viruses and Star Wars like delivery system, but actual our technology and drug development is now allowing us to change in a very precise way what the genes are producing, which we think are what causes ALS eventually. So the big change in advice that I have is if someone in your family, and it doesn't have to be your mother, or father, sister, or brother, it can be an aunt or an uncle, because the way that ALS presents, or the age it presents, even amongst siblings, can be very different. If there is someone and you are concerned, given that we are now looking at treatments that we will start just before you develop ALS to prevent the onset, it is worthwhile knowing. And that's new news. That is not something I said 10 years ago. This is new news. And what is really happening is that we are using this breakthrough in SOD1 treatment to teach us when to treat people to prevent the onset of ALS. What I mean is, say your family members got ALS at 40 and you're 25. It doesn't mean that we are going to treat you from the age of 25 to 40 with a drug just in case you're going to develop ALS. The approach is to identify and follow you with markers that we think change just before you develop ALS and start the treatment then. So these pre-symptomatic trials may last 20 years. You may live in 10 different places. These studies are being set up so that we can take a vial of your blood every 6 months to track the clues that you may be developing it and treat it to prevent the development. For those people who've been around for a while, this is actually extraordinary, because we're going from slowing the disease down to really slowing the disease down in the patients who are in the trial now.
to preventing that in the relatives of those patients if they've been identified. So I still can't tell you whether or not you should eat red meat or whether you should smoke marijuana every night to protect your neurons, or whether you should take up cycling instead of football. I can't tell you any of that, but I can tell you if there's someone in your family that has died of ALS and you're worried, it's worth checking, because within a few years, we are going to be actively trying to prevent this disease. Thank you. Very exhaustive answer. Merci beaucoup. Peut-être dans la même lignée, encore une fois, de facteurs génétiques, une question qui nous est parvenue par courriel de Madame, j'espère que je prononce votre nom, Grunagel. Est-ce que la SLA génétique peut sauter des générations? Donc, la forme génétique, est-ce qu'elle est... Comment le passage se fait avec la forme génétique? Donc, dans la famille, elle note que sa grand-mère et sa mère sont décédées de la SLA. Maintenant, sa tante, la sœur de sa mère en est atteinte. Donc, on peut avoir un peu d'histoire personnelle derrière ça. I don't know if Christine or Dave, maybe you want to jump in. Oui, je peux essayer de le faire en français. Oui, c'est bien sûr que le SLA, c'est une maladie génétique, mais pour la plupart des cas, la maladie s'est transférée dans une façon dominante. Ça veut dire que c'est juste une mutation qui a été requise pour donner la maladie. Donc, pour le reste de la question, c'est est-ce que la SLA génétique peut sauter des générations? La réponse est pas vraiment. C'est dans les cas très rares. Il y a c'est une requis de 2 mutations, mais dans la plupart des cas, c'est seulement une mutation qui était nécessaire pour donner la maladie ensuite. L'autre partie de la question, c'est est-ce que la recherche vise aussi le SLA génétique en vue de sa rareté? Et en fait, la majorité de la recherche sur la SLA est faite sur les formes de la maladie génétique. Parce que c'est avec cette connaissance de la gène qui sont impliqués dans le labo, nous pouvons modéliser la maladie très mieux. Le problème pour la SLA dans le contexte de la recherche dans le labo, c'est comment de faire des modèles pour les cas non familiaux, ça veut dire les sporadiques. Ça, c'est très, très difficile à faire. Il y a des nouvelles technologies qui peuvent nous aider, mais la plupart de la recherche sur la SLA, c'est sur les formes génétiques. Et les autres points, Richard? Oui, en fait, en fait, peut-être un petit peu plus tard, je pense qu'on va en passer avec l'aspect plus étude des contributions des gens. Je pense qu'on préfère un petit segment avec ça. Il y avait une question sur le chat où des gens qui ont été donc diagnostiqués, qui ont eu une première série de tests pour déterminer s'il y avait une base génétique connue. Est-ce qu'il est possible de se faire retester à nouveau pour voir si effectivement de nouveaux gènes qui n'étaient pas connus au moment du diagnostic pourraient être identifiés à nouveau à ce moment-ci? Encore une fois, peut-être nos cliniciennes pourraient voir s'il y a une réponse à cette question. Oui, Richard. Bien, en effet, là, c'est possible d'être retesté. Des fois, on faisait peut-être des tests plus ciblés en fonction des essais cliniques. La chose qu'on réalise cependant, c'est que pour mieux quand on fait des biobanques, par exemple, c'est mieux de caractériser nos patients. Puis aussi, tout à coup, il peut y avoir de l'intérêt pour développer une thérapie pour une mutation, pour un gène spécifique, là. Donc, c'est toujours parler à votre équipe traitante, voir pourquoi vous avez été testé au juste, puis voir s'il y a lieu là, de compléter là,
Je vois qu'une dame demande qu'on ne lui a jamais parlé du C9 ou RF. Ben, en fait, est-ce que c'est pour la maladie de façon génétique? Ben, oui, mais génétique ne veut pas dire familial. Donc, on se rend compte que certaines mutations dans certaines populations peuvent être beaucoup plus fréquentes qu'on pensait. Je dois dire, dans ma pratique, ça ne se vérifie peut-être pas, mais bon, je pense que tous les patients peuvent être testés. Puis comme Dr. Genge, il faisait allusion, il y a des nouveaux protocoles, par exemple avec l'ataxine 2, qui est en fait un facteur modificateur là, de la maladie. Donc, ça ne semble pas créer la SLA en soi, mais ça semble la favoriser. Donc, c'est une autre des raisons d'avoir des tests génétiques. Merci beaucoup, très clair. Je passerai, donc les questions rentrent à bon train. J'essaie de faire le suivi. Je passerai peut-être à une question qu'on a eue par courrier concernant le différents essais cliniques. Donc, certaines ont été discutées par Dr. Genge, Dr. Matt, entre autres AMX 0035, mais une en particulier qui touche un aspect qu'on n'a pas touché, mais qui touche au fonctionnement fondamental des cellules, c'est le rôle des mitochondries. Donc, ces organèles dans la cellule qui sont extrêmement importantes parce qu'ils fournissent l'énergie, mais qui sont aussi impliqués dans certains mécanismes qui peuvent être impliqués dans la maladie. Alors, on a justement l'experte avec nous, Dr. Van der Velde, sur une possible étude sur ce rôle-là. Oui, merci pour la question. Je travaille pour plusieurs années sur les mitochondries. I have a big mitochondria framed on the wall in my office. So the study that was, so mitochondria have been implicated in ALS as a potential causative mechanism for many, many, many years. And in fact, it's become very complicated to know whether or not the mitochondrial is a causative feature or a consequential feature. So I'm going to back up for just a second and say, you're probably asking me, what is a mitochondria? And so a mitochondria, every cell in the body, if you remember what Dave showed, that nice picture showing the cell and the nucleus, and that's where all the genetic information is. But all around that nucleus is a bunch of these little dots that are called mitochondria. And they are basically responsible for generating all the energy that a cell needs to go about its normal business. And in the context of a motor neuron, it's really important. These mitochondria are very, very important because the whole activity of transmitting a neuronal signal from your brain to your big toe, it uses a lot of energy. And so mitochondria are really critical to that. They're the primary producers of that, and they usually get called the powerhouses of the cell because they're basically just little factories that pump out this energy that the neurons use and all cells use in order to survive. So whether it's been thought for a long time that because neurons are so big and they have so many activities to do, that the mitochondria must be more important in those cells than in other cell types. And I have been a big fan of that hypothesis for many years. I spent many years working on that. And I do think that mitochondria are important. However, it's been very complicated to look at how mitochondria, whether when they're damaged, if that's a causative event, so something that's really driving the disease to develop, or whether it's a consequence of basically the whole system just going bad. So it hasn't been clear. There have been many trials that have focused on that. They have had disappointing outcomes thus far. There was a recent study that actually Mr. Watson that you brought to my attention, and I appreciate that, citing mitochondrial deficits in the context of C9orf72. This is an interesting study based in cells, and there was a suggestion that maybe if the mitochondrial damage that was observed in those cells, that maybe it could be reversed, that could be a potential therapeutic option. And so for that part, I'm going to turn that actually over to Dave, because I know that Dave knows quite a bit about this particular trial. Hi. So actually, thanks, Christine. I did actually, upon reading this, wanted to bring up that
double down on what Christine said, and that the mitochondria continue to be something in ALS that we think could be interesting targets. But they have been, as she said, tested a number of times. And in fact, probably one of the largest failures in ALS clinical trials, a drug called dexpramipexole, about now almost 10 years ago, was aimed at mitochondrial biology. But I think what I think is really interesting to kind of convey here is, and thank you, John, for bringing this up, is that we often have these times during the year where someone will use the term breakthrough, or they'll talk about their work and they'll say, you know, this is very close to therapy, or this will be the next thing. If Dr. Genge says the word breakthrough, it's a breakthrough. So when she's talking about tofersen, the drug that is for SOD1, if you hear that from anyone on this panel, it's real thing. If you hear it from a basic researcher, or there's a media piece around it, if nobody else is echoing that in the clinical or research community, then typically this is a situation where it's somebody who's maybe said something a little too prematurely on what's there. It's a nice therapies in clinical trial right now that are focused on exactly that target and that are already a little bit further along. And what's interesting there is that both of those therapies, one of them's in Japan, that is being done academically, I believe, a drug called ropinirole. And then another one that was done by a company in Europe and had some intriguing results and is now being replicated independently, because that's so important. And why you may not have heard of those is because those companies or those individuals are trying not to tell you or tell the ALS community that this is intriguing or interesting until they know. And that's why we do clinical trials. And so I think it just brings up a good point that when you hear something like this, it's usually not as exciting overall with from the clinical side at this moment yet. So often the ones that are really interesting are the ones that aren't necessarily talking so much about what they have. And Amylyx is another great example of something that the clinical community and the research community knew that this was there for a while, but the company was trying to be careful about messaging because they didn't want to provide false hope. So I think this is just a great example of a researcher who has an interesting story, but you know, may have made it out to be more than it is. And so for everyone out there, just to be wary that if you hear Dr. Genge say breakthrough, it's a breakthrough. If she's not saying it's a breakthrough from something, it's not. Not yet. Could be in the future, but it's not proven yet. So, yeah. Merci beaucoup. Très clair. Et puis en fait, on couvre différents aspects qui s'en venaient sur d'autres questions. Je pense que ça a touché plusieurs aspects importants. Il y a plusieurs questions qui reviennent, qui touchent les aspects d'essais cliniques. Peut-être que je ferai un petit segment là, en termes des différents aspects d'essais cliniques. Certaines questions précises, certaines questions plus d'ordre général. Donc, je commencerai peut-être par les questions d'ordre général. Comment on peut faire pour être recruté dans un essai clinique? Et quel est le rendement, si on veut, au Québec de participation de la communauté SLA, des patients SLA en essai clinique? OK. Ben, écoutez, comment faire? Ben, en fait, c'est s'en parler à son médecin. Donc, si vous êtes suivi dans les cliniques du CALS, ben, du Réseau canadien de recherche, donc ça, c'est McGill, moi au CHUM, Dr Larue sur la Rive-Sud, Québec, Dr Gosselin sur la Rive-Sud, pas sur la Rive-Sud, ben, c'est plus loin sur la Rive-Sud, Sherbrooke. Donc, disons, là, on a quand même 5 sites au Québec là, qui recrutent dans des essais cliniques. Ils ne sont peut-être pas tous actifs en même temps. Donc, à ce moment-là, ben, c'est aller voir les sites universitaires. Si jamais vous êtes suivi en région, c'est sûr, ça me fait toujours plaisir de vous recevoir ou de regarder votre dossier si
nous contacter. Donc, Madame Gravel, dans le fond, là, qui s'occupe de la plupart de mes projets de recherche. Puis sinon, à l'unité d'innovation thérapeutique, là, je dirais que c'est ça. La participation, ben, je dirais qu'on a quand même beaucoup de gens motivés. Ces dernières années, cependant, je pense que ce que j'ai observé, c'est que parfois les gens ont peur d'être dans le groupe placebo. Donc, ça semble être un frein là, pour certains patients. Ce que je dirais, c'est que quand on commence l'expérience d'un essai clinique, a priori, en statistique, c'est l'hypothèse nulle. L'hypothèse, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Puis, l'essai clinique va juste essayer de démontrer que ce n'est pas vrai, qu'il y a une différence entre les deux groupes, le groupe traitement, le groupe placebo. Les essais cliniques, on essaie, quand on nous rencontre pour les designer, on dit, bien, on veut que ce soit le plus court possible pour donner le plus de chances possible aux patients. Si ça ne fonctionne pas, que ça fonctionne, qu'on arrête là, qu'on ne perde pas notre temps. Puis que si ça fonctionne, bien, que le patient ait la chance d'embarquer dans une phase ouverte. Puis ça, on insiste beaucoup pour que ce soit disponible. Donc, une phase où toutes les personnes qui ont participé à la recherche, qui ont toléré le médicament puis qui veulent continuer, ont accès à la molécule d'intérêt. Angela, tu as peut-être des choses à... Maybe you have a few things to add. Well, thanks, Geneviève. That's great. 2 or 3 really important things. Anyone who's interested in clinical trials or clinical research who is an ALS patient, who is a family member of an ALS patient, can be seen. The referral can be from their neurologist, it can be from a family doctor, and Geneviève has provided you the contact for the CHUM. For the neuro, it is easy. Don't have a slide, but it is, there's a website called the CRU at the neuro, or we are on part of the hospital website. The most important thing that I want to stress is that a clinical trial is an add-on to standard of care. So you're not sacrificing using Radicava and Riluzole in order to get into a clinical trial. And that's actually part of the law in Quebec, that any clinical trial offered in a disease like this, the patients have to be allowed to be on what is approved and available through the provincial formulary. So any clinical trial medication is added on top of Riluzole and or Radicava. You don't have to be on them, but you're allowed to be on them. You're also allowed to be on your medical marijuana if it's helping your symptoms, and your baclofen if it's helping your symptoms. So that's number one. The second one, and I think Geneviève spoke to it very well, is that the reason we are still have a placebo arm in a clinical trial is because we are not yet at the point where we know what's going to happen if you're not on the study drug. The people are doing better over time with ALS, even without being on a study drug. So if that line keeps changing and the disease is progressing more slowly in significant numbers of people, they can't tell if the drug is working or not if they don't have the placebo arm. However, companies and the people who design these trials are very sensitive to the fact that the placebo arm is not something that people like, that patients like. So they're trying to do studies in which the number of people on the drug are 3 times the number on the placebo, at least 2 times, and sometimes 4 times. And the other thing they're doing is trying to make the period of time in which you take that placebo as short as possible. So although some trials are 1 year, others are 6 months. And finally, there's a lot of pressure from people like myself and Dr. Matt. And what has happened is that once you finish that period that is placebo,
you get to go into a period in which everyone gets the drug. So the delay to getting the drug, which you cannot get any other way, it's not available in your pharmacy. The only way you can get a drug that's in a clinical trial is if you're in the clinical trial. The difference is when you get to start it. If you're in the placebo arm, it's delayed slightly. So I think that those are the two caveats to what Dr. Matt provided, the two additional comments. So I think it's really important. It's like cancer. We do it in cancer all the time. ALS patients should be given the same opportunity. Merci. Et je pense que le message à retenir, c'est que les opportunités sont là, les occasions sont là, les outils sont là et tout est en place. Donc, il n'y a pas de... le traitement continue, la prise en charge continue. Donc, il n'y a pas de contraintes. C'est vraiment de participer. Mais les contraintes, il y en a, mais les options, les occasions sont là pour participer. Et je pense que les cliniques SLA sont prêtes à vous recevoir. Donc, s'il y a une retenue, n'hésitez pas à en parler à votre neurologue, médecin traitant. Peut-être dans la même lignée d'essais cliniques, il y a plusieurs questions sur Edaravone, Radicava. La forme morale, on en a parlé un petit peu dans les présentations. Quand sera-t-elle disponible? Si elle le sera, je pense qu'il y a des études qui sont en cours, on pourra faire le point. Et une question aussi à savoir si une personne qui est déjà sur Radicava, est-ce que c'est possible de commencer Riluzole par la suite? Donc, comment on peut combiner les deux? Alors, encore une fois, nos expertes cliniques. Oui. Ben, en fait, là, je pense que la question la plus simple, c'est, je pense qu'en ce moment, pour un patient qui a la motivation, ça dépend toujours de nos objectifs, mais si vous voulez ralentir la maladie, il faut prendre les deux. Si vous voulez avoir l'effet clinique attendu dans l'étude d'Edaravone, l'immense majorité des patients étaient sur Riluzole. Donc, je pense qu'au Canada, c'est facilement disponible. Ça a relativement peu d'effets secondaires. Donc, si vous le tolérez bien, je pense que ça vaut la peine d'être pris. Puis, en fait, ça a été étudié, l'Edaravone a été étudié avec le Riluzole. Donc, c'est un patient qui me demande de l'Edaravone, mais à moins qu'il y ait un problème là, avec le Riluzole, il n'y a pas de raison de ne pas prendre le Riluzole. Pour ce qui est de la forme morale de Radicava, bon, peut-être que Angela peut prédire une date, là, mais moi, je pense que je vais me tromper, peu importe ce que je dis. So, I'm not sure what to add. Genevieve covered it. Perhaps a prediction, but I don't think you would. I have trouble predicting. I have predictions about other things, but I don't have predictions about oral daily Radicava. I think that I think it's an important current step because we need to know. And in fact, the reason they're doing the trial is because the FDA mandated that they must do a daily form of Radicava because the treatment regime that we do, this 2 weeks on, 2 weeks off, makes no sense in terms of a disease like ALS. There are, for those of you who like medical trivia, there's a whole reason behind it. However, it actually doesn't make sense. It's just that's the only thing that has been studied. Now that we are going to have daily oral will be far easier to take. We'll know if there's a benefit for a daily dose. But we would never do daily IV Radicava. That would not make sense. So it's a historical reason, but we'll see. I'm not sure yet. Donc, en fait, c'est ça, les études cliniques sont en cours, donc on n'a pas de date jusqu'à ce que les résultats sortent et qu'on ait une idée de l'efficacité, en fait. Donc, on n'est pas rendu à la disponibilité. Peut-être une dernière question, volet clinique, on passera à un autre thème de questions par la suite. Il y a une question une personne qui demande un peu les délais pour rentrer dans une étude clinique depuis le diagnostic. Par exemple, dans ce cas-là, on parle de 48 mois, donc 4 ans.
est-ce qu'il y a des contraintes pour entrer dans des essais cliniques en fonction du temps depuis le diagnostic? Oui, malheureusement. Il y a beaucoup d'études là, qui visent, bien sûr, à préserver les neurones. Là, donc, c'est pour ça qu'on essaie de trouver des patients qui sont plus tôt dans leur maladie. Là. Donc, 48 mois, il faut chercher un peu plus fort. C'est plus rare. Là. Angela, je ne sais pas si tu as... I don't know if you have other comments to make on duration of disease and entering. Well, there's data. We know that, I think Dave may know the statistics better than I do. But there's data saying I think about 80% of patients follow the 2 to 5 year course. Another 10% live up to 10 years, and a very small percentage live beyond 10 years. What makes this special? We don't know. We will know, but we don't know yet. We have two challenges. We still don't have people referred to Dr. Matt and myself fast enough. So there are people who arrive at our clinic that have had the disease for 6 months, 12 months, 18 months, and we cannot get them Radicava or a clinical trial because the doctors who saw them first didn't send them along fast enough. So if there's one thing I tell people is if you or your doctor is worried about you developing ALS, you don't wait. You get sent to one of us right away because we'll either say, no, you don't have it, and then you'll go home. Or we'll say, yes, you do. You need to start this and this. This is how we're going to slow the disease down. But the delay we're having, much worse during COVID. COVID has not been good for ALS patients. The delay affects what we can do to help you. And so we really, really want, I'm really happy when I get an email from a daughter or a son or a cousin or a friend who is trying to get their relative into one of our clinics faster than their family doc, who's still trying to do a lot of tests that are not necessary before they send them. So if the diagnosis is even a remote possibility, get to see us. We don't care who sends you to us, as long as they're a doc. Merci beaucoup. Thank you so much. And I realize there's a couple of a bit more questions. Sorry, guys, I'll keep you busy. And then we'll switch to more research like questions. A question from Mr. Watson in terms of the sort of long-term effect of edaravone. And there's a paper he refers to that seems that sort of extended use of edaravone leads to higher hospitalization. So there's some worries in terms of the long-term use of the drug. Do you have any insights into this situation? So there's a lot being written around edaravone. And some of it is really, if there's possibly something to it, and others I think it's complete misunderstanding of the data. What I see, and a number of us see, are there is almost a split in responders and non-responders. And so some of what you see about increased hospitalizations may have nothing to do with edaravone at all. It may be the progression of the disease or other factors. And it's simply that the edaravone is not having a significant effect. There are definitely people who feel a significant difference with their infusions, and their weeks on their infusions, they do much better. So as to the hospitalizations, that has to be looked at very carefully, because there is good evidence that at least some patients get a positive response to edaravone. Can I add to that just that I think what you also said about the oral is so key here too, because one of the things that
the concern that's out there is around the IV piece. And if the oral does work, then this will be no longer an issue moving forward. So we will hope, or we'll see what will ultimately happen, but another reason to transition, but possibly. I guess Thank you. Merci beaucoup. Peut-être qu'on pourrait donc passer à un volet qui est un peu plus recherche, donc revenir un peu des questions plus fondamentales sur les mécanismes et l'origine de la maladie. Donc une question qui demande quelle est la différence entre une SLA génétique et une SLA qui n'est non génétique, donc genetic form versus a non-genetic form. Donc, Dave or Christine want to jump in? Est-ce que la question était posée en français? En français, en En français. français? But it's okay, I will summarize this afterward. Just go as you feel, Christine. Je peux faire en français. Pour la question, encore une fois, excusez. Quelle est la différence entre une forme génétique et une forme non génétique? Qu'est-ce que c'est la différence à la niveau de la mécanisme qui sont impliqués? We don't know all of the mechanisms involved. We expect that there's going to be a lot of similarities. Nous prévoyons qu'il y a plusieurs des mécanismes qui étaient communs entre les formes génétiques et la forme d'SLA sporadique. Dans le labo, nous sommes à l'espoir que toutes nos études qui étaient faites sur les modèles génétiques, qui c'est vraiment vrai et relevant, a de relevance pour les formes sporadiques. La forme sporadique, juste pour qualifier le terme, la forme sporadique, ça veut dire qu'il n'y a pas un lien dans la famille. Il n'y a pas un lien dans la famille. Il n'y a pas les autres cas dans la famille qui étaient présents avec la SLA ou peut-être la FTD, la dimension temporale. Les formes génétiques, il y a une histoire dans la famille qu'il y a plus d'un membre de la famille qui est atteint. Est-ce que c'est clair? Assez clair? Oui, tout à fait. Je pense que c'est, comme on ne connaît pas tout de l'origine de la maladie, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de gène connu pour une personne donnée qu'il n'y a pas de cause génétique sous-jacente. C'est juste qu'on ne le sait pas. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on parle de forme familiale où on connaît l'origine familiale. La forme sporadique, c'est soit une mutation qui apparaît et qu'on connaît, qu'on peut identifier, mais un autre mécanisme qu'on ne connaît pas, qui pourrait être un mécanisme génétique, mais qu'on n'a pas identifié encore. Donc, à la base, probablement qu'il y a un problème génétique quelque part qui s'est manifesté, mais qu'on ne connaît pas. Un autre aspect du point de vue recherche, en fait, qui touche un peu la recherche, donc qui s'amène un peu vers le patient, donc plutôt que d'utiliser les modèles. Donc, c'est une question de Mme Gruneguel encore qui a été formulée auparavant. Comment les gens, les patients peuvent donc contribuer à cette recherche-là, soit en donnant du matériel génétique ou autre. Et donc, peut-être moi, j'élargirai un peu la question, peut-être ça nous amène peut-être vers l'utilisation des cellules souches et les modèles qui sont dérivés de cellules humaines, de cellules de patients. Je ne sais pas si Dave et Christine, vous voulez enchaîner là-dessus. Dave? Je n'ai pas compris la question. I heard cellule, I heard, and then I was trying to find it because I can read it better. The question is really in terms of somebody who's willing to contribute to research, providing material, genetic material or not. Sure. Yeah. And what's the status on research now for this? And I think that to me leads to the question of the different models that we can use now, and that brings you back to, I guess,
the use of stem cells and whatnot to Yeah. model the disease from patients rather than from animal models. Yeah, and I think from the previous question as well, that we are trying hard to learn ways to model sporadic ALS in the lab so that we can, and maybe Christine said this, and I may have missed in the French, but also that we're still learning how effective we can get models of sporadic ALS in the lab, but I think we will get there. I feel like we are evolving our ability. So one of the things people can do is they take cells from people who have non-familial ALS and create the human equivalent of a motor neuron from that person in a dish, but we still are not fully sure how well that mimics a person who's an adult with ALS. So we're respect. In terms of somebody wanting to contribute, if you have a diagnosis of ALS, and I think the question was from someone that didn't have a diagnosis, but if you do have ALS, you can contribute to all kinds of genetic databases. So one is called Project Mine. There's another couple in the United States. And certainly here in Canada, there is no better place really than Montreal to be able to have counseling and subsequent information about how you can contribute to the genetic understanding of ALS, both with and prior to ALS, because so much work has been put in both by the clinic at the Neuro, but also the director over many years, Dr. Rouleau. In terms of somebody wanting to contribute who has ALS in a wider sense, something like Capture ALS is a great example of how, if you can donate your time to be studied quite closely, then this is going to ultimately help us to understand ALS better. In terms of people who don't have the disease yet but may be carrying it, there are studies out there that exist that are called pre-symptomatic studies, and not just those who should register and get followed for potential pre-symptomatic clinical trials, but there are also observational studies that exist. And I think connecting with Dr. Matt or Dr. Genge can help to facilitate, or even myself, we could help to facilitate connection to something like that. Christine. Merci, David. J'ai juste veux de souligner qu'il y a aussi une clinique en Québec City avec Dr. Nicolas Dupré, qui est aussi très impliqué dans la génétique de la SLA et avec les biobanking et accepting les dons de tissus et tout ça comme ça. So, il y a 3 sites en Québec qui étaient vraiment impliqués dans la recherche pour la SLA. Merci, Christine. Ça tombe bien parce qu'il y avait justement une question de quelqu'un de la région de Québec qui se demandait comment contribuer, et c'est exactement... Ouais. Merci beaucoup pour l'information. Une autre question plus, disons, organisationnelle. Est-ce que, en termes de conférences avec échanges, donc encore une fois, Madame Grunegel qui essaie de voir comment sont les échanges, comment la recherche fonctionne. Donc, on a déjà une idée avec Capture ALS, un peu comment la communauté s'organise, mais peut-être faire un survol un peu des types d'interactions, soit cliniques, en recherche, les congrès, je ne sais pas si Christine ou Dave, puis peut-être complété par Geneviève ou Angela. Donc, l'effort de la communauté à interagir au niveau national et international. Je peux commencer et ensuite Angela et Geneviève peuvent finir avec l'aspect clinique. Pour la perspective de la recherche basique ou fondamentale sur les mécanismes qui peuvent causer la maladie, il y a plusieurs des partenariats qui existent dans la communauté internationale. Il y a des consortia, partnerships, comme David a mentionné, comme Project Mine pour les aspects génétiques. Il y a plusieurs des biobanking
et collection des tissus et des sons, des cellules, tout ça. Dans presque chaque pays majeur, avec des majeures forces de recherche pour le SLA, dans Australie, les États-Unis, Ireland, il y a plusieurs. Et dans un autre aspect, il y a vraiment un grand partie de la recherche aujourd'hui, dans 2021, c'est fait par des collaborations. Moi-même, j'ai des collaborations partout dans le monde. Et il y a plusieurs de connexions entre les recherches. Et pour le domaine de SLA, c'est un point intéressant parce que le SLA, c'est une maladie qui était rare, mais c'est la plus commune de la rare. C'est une communauté qui était très proche, tight-knit. C'est une interaction qui est très riche, très positive. Il n'y a pas un gros nombre de personnes qui étaient, des bad apples. C'est pas comme ça dans le salon. Tous les chercheurs vraiment travaillent ensemble dans la même direction avec le même but. C'est de mieux comprendre la maladie, de développer le traitement, de trouver des cibles pour les nouveaux thérapeutiques, pour trouver des biomarqueurs qui étaient très, très essentiels pour suivre la maladie, pour prognostiquer la maladie. Il y a vraiment une collaboration à le niveau international. Il y a des conférences, des congrès maintenant avec COVID, tout est fait dans une façon virtuelle, mais les interactions ont continué malgré la situation avec COVID. Il y a vraiment des très affaires qui continuaient. Le SLA, don't stop, we don't stop. We mean that. C'est vrai. It doesn't stop and neither will we. Angela, Geneviève? So for me, the most important thing that may not be as obvious and that every patient can contribute is obvious to developing effective treatments, and that every patient can contribute is to what we use, what we call biomarkers. And every clinic, the biobank that Geneviève mentioned, the biobank that we have, the Canadian biobank efforts, these are part of a lot of work being done around the world to find ways to be able to test new treatments and determine what works faster, so that we can get drugs approved and in patients faster, and potentially get away from placebo arms in any trial. But the science has to be done, and the clinical research is pivotal, because we can learn a lot in a dish or a mouse or in a cell line. But when it comes to drug development, we have to have ways to determine whether a drug is working or not faster. So there's a big breakthrough last year in terms of using ways to measure things called neurofilaments in the spinal fluid and the serum. But that's just one. There are a lot of other things that are being looked at. And these biobanks and this work that are being done in people's labs are critical in finding these biomarkers that will allow us to say, yes, this drug works. No, this drug doesn't. Let's move on. It's kind of like trying to find the ALS equivalent of an MRI scan in a patient with multiple sclerosis. I consider the people who work on multiple sclerosis awfully lucky, because they didn't try to find a biomarker. It just happened at the right time. We have to make it happen in ALS. And that's what work that you've been hearing about tonight, that's what that's doing. It's helping us to find ways to be able to say, yes, this drug works. No, this drug doesn't. And so when John Watson sends us papers, we can say, well, that's what they claim, but the biomarker didn't change. So maybe that claim is not accurate. And on the other hand, when we talk about the SOD1 treatment,
we see the biomarker change even before the patient feels better. So we know that that biomarker is helping us. And there are a lot more. We need more, but every piece of research that contributes to this kind of help means that we are less and less dependent on placebo studies and more able to tell you whether the vitamin cocktail that you're taking has any effect or not, because we can look at your biomarkers. Merci beaucoup. Peut-être Susan, Claudine, il est 7h20. Est-ce qu'on... J'aurais quelques questions qu'on pourrait faire en rafale ou sinon on passe à la dernière partie quand même très importante, le message de Norm. Je vous suis. Oh, c'est déjà moi. Oui. J'ai trouvé mes notes. Susan, est-ce que tu peux faire une intro ou je vais Oui, Norm, si je peux, merci beaucoup, Richard. Premièrement, merci énormément, Dr. Angela Gange et Dr. Christine Vandevelde, Dr. Geneviève Matt, Dr. David Taylor, and of course yourself, Dr. Richard Robitaille. Fascinating work, and thank you so much for your presence here tonight and sharing so richly with our community. Merci infiniment. Maintenant, j'aimerais présenter Norm McIsaac, co-président du comité de sensibilisation et promotion des droits des personnes avec SLA au Québec, and also a member of the Canadian Advocacy Committee for ALS Canada, who has some amazing things to share with us this evening. And over to you, Norm. Also a very cherished and active, incredibly active board member with ALS Quebec. So Norm, sans plus tarder, welcome. Thank you for being here, and over to you. Merci, Susan. Je suis choyé d'être membre du CA de la Société de la SLA du Québec depuis maintenant plus de 5 ans. Puis, je suis chanceux d'être en vie, mais je suis chanceux d'être là avec cette merveilleuse équipe. Ce qu'on a appris ce soir, c'est que les cliniciens et les chercheurs font un excellent travail et que le Ice Bucket Challenge a porté fruit, ce qui fait qu'il y a de l'espoir à l'horizon. Mais j'entrevois une autre leçon apprise, c'est que ce sont les patients et les proches aidants qui ont un rôle clé à jouer. Ce sont des patients, je vous rappelle, qui ont inventé et initié le fameux Ice Bucket Challenge. Ce sont aussi des patients qui se sont mobilisés pour qu'on ait accès, pour avoir accès au Québec avant toutes les autres provinces. Et vous les connaissez. Moi, j'ai joué un rôle mineur dans ça. Mais Nancy Rock était vraiment une héroïne de cette lutte. Mario Goupil et Lisette Joyal ont vraiment amené leur voix à cette lutte. Mais on a appris dans cette lutte que le temps entre l'approbation de Santé Canada qui prend maintenant seulement 6 mois. Et l'accès, pour avoir accès, ça prend entre 18 et 24 mois de plus pour vraiment avoir accès aux médicaments. Et c'est pour ça
que j'ai lancé une pétition parlementaire et pour réduire ce délai et pour créer un projet pilote pour trouver comment qu'on puisse avoir accès beaucoup plus rapidement. Je vous remercie toutes celles et tous ceux qui ont signé avec nous. Il y a aussi des gens au Québec, des gens extraordinaires qui se sont joints à cet effort de façon spontanée et avec l'encouragement, bien sûr, de Claudine Heim Masléa, who is here tonight. Sorry if I mispronounced your name. Elias Marcos de CJD qui m'a interviewé à la radio. Sa mère est atteinte de la SLA. Et la vedette au Québec, c'est Mario Hudon, qui a fait en sorte qu'on a récolté plus de voix au Québec dans n'importe quelle autre province. Je pense qu'on a atteint 10 000 signatures, 10 000 des 25 000 au Canada. Aussi, on a été joint par des gens de partout au Canada, comme dont Chris No, l'assistant entraîneur des Flames de Calgary et sa femme, et d'autres gens dans différentes provinces. La pétition a été discutée cette semaine au caucus de la SLA. Ce sont des parlementaires des 5 partis qui participent pour la cause et la pétition sera présentée le 10 mars. Entre-temps, en attendant, demain, moi avec Claudine, Tammy Moore de SLA Canada, et Angela Genge, que vous avez entendu tantôt, nous allons rencontrer le secrétaire parlementaire de la santé ainsi que la conseillère de la ministre pour faire avancer les choses. Et vous allez sûrement entendre parler de la pétition par mon co-conspirateur, co-président du comité, Mario Hudon, que vous allez entendre beaucoup parler de la pétition par lui. Aussi, je vous annonce que je vais aussi passer dans un documentaire à Radio-Canada dans les 2 prochains mois, qui s'appelle Une autre histoire, le diagnostic. Donc, si vous voulez participer à cet effort ou être ambassadeur, contactez Claudine ou moi ou Kate ou Mario Hudon. Nous sommes là et les bras ouverts pour vous accueillir. J'aimerais finalement remercier nos panélistes ce soir, Richard, Dave, Geneviève, Angela et Christine. Merci de votre travail et de vous présenter vos présentations. Et finalement, merci à Claudine et toute son équipe. On va de l'avant, Team SLA. Merci. Merci infiniment, Norm. C'est extrêmement touchant et
je parle, c'est mon nom personnel, mais je pense que c'est tout le monde. Ce qui est un mode, pour un chercheur, ce qui rend chaque jour important quand on fait de la recherche en SLA, c'est des gens comme vous. Ce qu'on fait dans le labo, on a un lien direct avec vous et cette communauté-là est tellement importante. La force que vous avez, l'énergie, le moral que vous amenez est une batterie extrêmement importante pour les chercheurs et on est extrêmement privilégié de faire partie de cette communauté-là. Donc, un gros merci à vous. C'est incroyable ce que vous amenez. Donc, le merci s'en va vers vous tout autant. Je pense que je laisse la parole à Susan ou à Claudine maintenant. Je ne sais plus où est-ce qu'on en est. Soit Susan ou moi, mais au nom de toute l'équipe de la société, merci encore, Norm, that was beautiful. And je pense que c'est les mots de Richard pour finir cette session ce soir. Et au plaisir de le refaire, on espère dans le mois de juin, juste avant la marche, comme nous avons fait l'année passée. Mais suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Partagez vos histoires et restez en contact. Ouvrez les courriels que nous vous envoyons parce qu'il y a beaucoup d'informations, les activités à venir et puis restez en contact. Et malgré que nous ne sommes pas en personne, nous sommes toujours très unis et nous sommes tous ensemble pour atteindre nos objectifs de vaincre la SLA. Alors, merci à vous tous. Thank you everyone for taking part this evening. Please keep in touch and thank you again, everybody. Thanks, everyone. Merci tout le monde. Merci à nos panélistes. Merci à tous. On reste en santé. Be safe. Oui. Be safe. Merci. Bonne soirée. Merci.